Situation politique et sécuritaire en République démocratique du Congo. Eh bien, on en parle dans ce nouveau numéro de votre émission Invité. Madame, Messieurs, bienvenue de partout où vous nous suivez dans le monde. Eh bien, notre invité du jour est le député national Dédé Kodoro, élu justement du Nord-Ubangi, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Christian. Bonjour à tous nos téléspectateurs et surtout mes électeurs de Yakoma, de la province de Nord-Ubangi, et aussi à tous nos camarades, membres de notre parti ADCN, Agir pour le développement du Congo Nouveau, qui est le parti dont je suis l'autorité morale. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes donc en pleine vacances parlementaires, donc j'aimerais avoir les nouvelles de votre circonscription électorale. Oui, monsieur Christian, comme vous savez, la période ici coïncide avec les activités au niveau de la CENI, où nous sommes appelés encore à renouveler notre mandat à travers les élections qui seront organisées le 20 décembre 2023 et pour lequel, comme étant membre et autorité morale d'un parti politique, membre d'un regroupement dont je suis le vice-président, je cite les regroupements Action des Alliés pour la Convention, AAC, dirigé par l'honorable Kazadi Moïla Théodore. Alors, cette activité a fait que nous n'avons pas, il y a encore le temps de nous déplacer vers notre base. Nous nous sommes plus plongés dans les travaux de préparatifs de liste de nos candidats pour essayer d'être en phase avec le programme de la CENI. Et qu'à cela détienne, ma base électorale de Yakoma, la situation actuellement n'a pas beaucoup évolué, comme je vous avais dit l'autre fois. Les problèmes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, vous savez, Yakoma, c'est une zone où un territoire qui est en face de la République centrafricaine, qui fait le marché directement avec la République centrafricaine et qui est en liaison avec certaines de notre provinces, à l'exemple la province de Mongala, à travers la cité ou la ville de Bumba, et la sortie vers Gemena à travers le port de Businga. Et vous savez que depuis un certain temps, nous avons tiré la sonnette d'alarme que Yakoma est très enclavé. Enclavé à cause de l'état des routes, la nationale numéro 24, qui est très impraticable et qui rend vraiment la vie de la population de Yakoma difficile. Il y a un projet porté par l'Union Sacrée qui est en cours, le projet de développement de 145 territoires. Est-ce que votre province n'est pas concernée? Oui, le projet, la première phase est vraiment à saluer. C'est un projet très, très salutaire parce que ce projet a fait qu'aujourd'hui, on va pousser dans nos villages, dans nos différents groupements, des écoles, on va pousser de centres de santé et voire même des bâtiments administratifs qui jadis, depuis que les Belges ont laissé ces pays, on n'a jamais vu les territoires être dotés d'un bâtiment administratif. On constate cela ailleurs, mais est-ce que c'est le cas dans votre province? Oui, exactement, c'est ce que j'ai dit. Dans notre province, en tout cas la première phase du programme de 145 territoires est en train d'évoluer vraiment à pas de géant parce qu'aujourd'hui, plusieurs écoles sont en construction. Mais ce que je voulais épingler est que la seconde phase, peut-être d'autres phases qui devaient arriver, c'est les infrastructures routières. Et aujourd'hui, sans les infrastructures routières, tout devient très compliqué. Et voir même les travaux de 145 territoires pour transporter le matériel et les matériaux de construction, amener jusqu'à Yakoma, vraiment c'est de mer à boire. Alors, c'est comme ça, nous disons que la nationale numéro 24 qui relie Yakoma, Guadolite et Abusinga devrait être vraiment la priorité pour la province. Sans cette route-là, la province est complètement coupée et les activités économiques sont au ralenti. Donc la construction des routes fait partie justement des urgences. En dehors de ça, quelles sont les autres urgences? En tout cas, comme j'ai dit, les urgences, il y en a beaucoup, mais la route est vraiment l'urgence, qu'on dit l'urgence zéro. Parce qu'avec cette route-là, on va relancer l'agriculture, parce qu'avec cette route, vous avez la possibilité d'arriver ou de rejoindre le port de Businga, qui est comme la porte de sortie de notre province. Et ça fait que la population va produire plus, les gens auront facilité à se déplacer, à acheter le produit agricole, parce que vous savez que le Nord-Ubangi est une province plus agricole, la production agricole est très forte, mais elle est ralentie à cause de l'état de l'infrastructure. Est-ce que vous avez déjà eu à mener de plaidoyer en faveur de vos électeurs auprès des autorités de tutelle? Exactement comme nous le disons ici à la télévision, même avec le ministre des Infrastructures, nous l'avons maintes fois
soulevé la question dans des commissions et voire même avec le ministre directement, mais on a toujours du mal à avoir les débits d'exécution de ces travaux-là, et la population est vraiment en détresse sur ces points-là. Mais pour d'autres points, il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits par le gouvernement, comme je parlais là de construction des centres de santé. Il y a aussi les programmes qui sont appuyés par le Fonds social de la République, qu'on a vu construire à travers ces programmes à plusieurs écoles. Et là, vraiment, je vois que avec le temps que le président de la République a passé, les 5 ans, a donné quand même des résultats escomptés au niveau de mon territoire. Parce qu'aujourd'hui, en 5 ans, on peut compter une trentaine des écoles et voire même des centres de santé qui sont construits et dont la population est vraiment bénéficiaire de ces actions. Vous êtes député national. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous faites en termes d'activité, en termes de production législative au niveau du Parlement, au niveau de l'Assemblée nationale précisément, en faveur de la population du Nord-Ubangi. Oui, vous savez, le travail des députés, c'est d'abord voter des lois et faire le contrôle des actions du gouvernement. De ce côté-là, il y a d'abord la loi budgétaire pour laquelle nous nous battons souvent pour que les actions concernant notre province soient alignées dans le budget, quand bien même qu'il y a des moments où l'exécution du budget suivant les normes qui sont édictées pose un peu de problème. Il y a des moments où certaines rubriques ne sont pas exécutées, d'autres sont exécutées en défaveur d'autres rubriques. Ça, c'est un problème qui est un problème général. Et nous faisons souvent notre tâche pour participer activement à l'élaboration et au vote du budget. En dehors de ça, il y a beaucoup de lois qui sont proposées au niveau du Parlement, dont nous participons aussi dans le débat et dans le vote de toutes ces lois-là. Et nous sommes aussi membres de la commission aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies d'information. De temps en temps, la commission invite et essaye de checker les actions de mandataires publics, de ministres du secteur, et c'est ce que nous essayons de faire pendant le temps que nous sommes là au Parlement. Alors j'aimerais qu'on aborde la thématique sur le processus électoral. On le sait très bien que cette année sera marquée par la tenue des élections présidentielles législatives à la fin de cette année. J'aimerais avoir votre lecture des faits. On assiste quand même à une situation où vous avez une opposition qui présente un certain nombre de revendications sur notamment un nouvel audit du fichier électoral. Vous avez la SEMCO qui appelle au dialogue pour décrypter la situation politique, décrisper pardon, la situation politique actuelle. Quelle est votre analyse de tous ces faits? Oui, M. Christian, vous savez, l'opposition est dans son rôle. L'opposition, il n'est là que pour critiquer. Et ça, on devait avoir une opposition au moins républicaine. C'est-à-dire, il fait des critiques, il fait aussi des propositions. Vous pensez que ce n'est pas le cas? L'opposition sait bien que nous avons un pacte républicain qui est couché dans notre Constitution, qui nous exige que chaque 5 ans, que tout le mandataire, que tous les dirigeants de ces pays renouvellent leur mandat. Et pour ça, il n'y a pas une virgule dans la Constitution qui dit, au cas où on arrive au 4e année, il faut demander une négociation pour avoir encore une année, avoir 2 ans. Ça sera une violation même de notre loi suprême qui est la Constitution. Et moi, je ne vois pas le chef de l'État tomber dans ces pièges-là, de violer notre Constitution en accédant à toutes ces demandes de l'opposition qui n'a qu'un seul objectif, de retarder les élections. Est-ce que les revendications de l'opposition ne sont-elles pas objectives? Non, les revendications peuvent être analysées et il y a des organes et des institutions qui sont là pour analyser les revendications de l'opposition. L'opposition a eu une séance de travail avec la CENI sur certaines questions. Et la CENI leur a réservé aussi des réponses par rapport à toutes ces revendications qu'ils ont posées au niveau de la CENI. Quant au niveau du gouvernement, il y a des revendications dont le gouvernement ne peut qu'accéder à ça et discuter avec l'opposition. Mais toutes ces revendications ne peuvent pas entraver à la bonne marche ou ne peuvent pas aller jusqu'à violer les textes sur lesquels le socle du pays est assis, que nous appelons la Constitution. Puisque
Sur base de quel principe, sur base de quel article de la Constitution, aujourd'hui que le chef de l'État va dire non, le 20 décembre, nous n'allons pas organiser les élections parce que l'opposition demande qu'il y ait dialogue, parce que l'opposition demande qu'on remplace tel ou tel individu à la tête de telle ou telle L'opposition demande un nouvel audit du fichier électoral parce qu'elle estime que ce fichier est corrompu. Est-ce que ce n'est pas votre avis? Est-ce que vous savez, je peux vous rappeler une chose. Vous savez qu'à 2011, même à 2018, l'opposition dans son rôle, toujours, quand je vois l'opposition qui est au pouvoir, l'UDPS avait demandé aussi l'audit du fichier électoral à 2011 et à 2018, mais n'avait pas empêché, l'UDPS ne s'était pas empêché d'aller aux élections. Et vous avez vu, malgré qu'ils pensaient que ces fichiers électoraux avaient des problèmes, qu'il fallait auditer, tout ça, mais l'UDPS a gagné les élections à 2018. Vous voyez que tout ça, ça c'est les rôles, et je trouve toujours, ça c'est le folklore naturel de l'opposition. Vous ne partagez pas la position de l'opposition, El Fayoulou, qui dit qu'elle ne va pas du tout participer aux élections jusqu'à ce qu'il y ait un nouvel audit du fichier électoral. Vous ne partagez pas cette position? Vous savez, la démocratie aussi, c'est la liberté là de dire j'y vais ou je ne vais pas. C'est aussi ça la démocratie. Fayoulou, aller aux élections, ça c'est un droit pour tout Congolais. Ne pas aller aussi, c'est un droit. Il n'est pas obligé d'aller aux élections. S'il peut dire que, bon, pour telle raison, je ne vais pas aux élections. C'est aussi ça la démocratie. Moi, je crois que Fayoulou peut avoir peut-être d'autres contraintes, qu'il ne veut pas peut-être les dire clairement, que voilà, j'ai telle ou telle contrainte. Mais dire aujourd'hui que parce qu'on n'a pas fait le fichier, on n'a pas fait l'audit du fichier électoral qui ne va pas aux élections, moi je trouve que c'est un faux fouillant. Et que pensez-vous de l'approche de la SEMCO qui propose le dialogue à la classe politique, justement, pour l'apaisement? Oui, quel est votre commentaire? En politique, les dialogues, c'est aussi comme une nourriture, c'est aussi l'âme. C'est comme le sang qui circule dans le corps de tout être humain en politique. Mais les dialogues là ne veut pas dire tel que le Congolais pense toujours. Quand il y a dialogue, on s'assoit, on se dit, voilà, moi, j'ai tel poids politique, j'ai ceci, il me faut donner tel... Ça, le dialogue au Congo signifie le partage du pouvoir. Les dialogues au Congo signifient l'agitation, signifie... Les gens n'ont pas cette culture-là de dire, ok, si telle ou telle question, on peut se retrouver avec les chefs de l'État ou avec les institutions, discuter et trouver un compromis par rapport à la question posée. Par rapport à cette pensée ou à cette vision de Congolais, moi je crois que la proposition de la SEMCO est très malvenue. Très malvenue parce que ça risque de nous plonger encore dans une situation d'incertitude. Vous savez, dans un glissement. Oui, parce que ce pays a toujours un problème de légitimité. Aujourd'hui, après le 20 décembre, si le chef de l'État n'organise pas les élections, quelle que soit la formule qui sera mise en place, il ne sera plus légitime. Il ne sera plus légitime. Ce n'est pas le dialogue qui légitime les dirigeants de ces pays. Donc il y a nécessité d'organiser les élections dans le délai, c'est ce que vous voulez dire? Il y a absolument nécessité d'organiser les élections dans les délais. Organiser un format de dialogue avec CENI, avec les institutions, le Parlement, tout, ça c'est quelque chose, une activité que je trouve tout à fait normale. Mais dans l'objectif qu'on est en train de penser qu'en organisant les dialogues et qu'on va repousser les élections, moi je crois que c'est un piège dangereux pour notre pays. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que notre pays est menacé d'autre part des ennemis. Les ennemis, tant à l'interne qu'à l'externe, avec aujourd'hui la guerre de M23, le rébellion, le ADF Nalou, tous ces terroristes-là qui équiment l'Est du pays. Il ne faut pas ouvrir une parenthèse aujourd'hui pour qu'on aille au dialogue où chacun va se dire non, moi M23, je dois venir au dialogue comme M23, tel groupe armé, ceci, ça risque d'être une cacophonie et c'est très dangereux pour le pays. Pour moi, la seule façon pour nous d'avoir la légitimité et de garder le pays sur le bon rail, c'est l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Et après les élections, s'il y a toujours des rencontres que les chefs doivent faire, des consultations qu'on pourra faire, mais ce sont des activités que moi je trouve en démocratie, des activités tout à fait normales, mais ça ne doit pas entraver la marche vers les élections. Alors vous parlez de l'organisation des élections dans les délais constitutionnels, mais quel est le bilan que votre famille politique a à présenter au peuple congolais, parce qu'il faut quand même convaincre ces derniers pour avoir droit à un nouveau mandat. Vous faites partie de la famille politique du président de la République. J'ai cité ici l'Union Sacrée. Quel est le bilan de l'actuel chef de l'État sur le plan social, sécuritaire, économique, etc.?
Oui, Monsieur Christian, vous savez que nous savons tous que tout n'est pas rose, mais tout n'est pas rouge. Parce que quand nous voyons aujourd'hui, c'est pour la toute première fois qu'il y ait un programme du gouvernement qui touche tous les 145 territoires de ce pays. C'est pour la toute première fois. Au moins de ce côté-là, il faut dire coup de chapeau au président de la République. Aujourd'hui, même des territoires qui étaient oubliés, vous allez voir qu'il y a des infrastructures qui sont en train d'être érigées dans ces territoires-là. Et les programmes de 145 territoires, c'est le vrai programme qui est mis en place pour toucher toute la couche de la population. Nous, les députés, ici de tous les territoires possibles, nous avons aujourd'hui au moins un discours, quand nous arriverons dans nos territoires, au moins montrer à la population ce que le gouvernement a posé comme un geste dans chaque territoire. De ce côté-là, le bilan, c'est déjà, ça parle en faveur du président de la République. Il y a autre fait. Vous savez, dans ces pays, une chose qui a toujours dérangé la population et qui traumatise cette population, c'est la prise en charge scolaire des enfants à l'école. Vous savez toujours, quand nous sommes au début de l'année scolaire, c'est toujours une casse-tête pour tous les parents. Le chef de l'État, avec son programme de gratuité de l'enseignement, a allégé une lourde tâche, une lourde charge qui pesait sur le dos de sa population. Donc aujourd'hui, nous avons... Est-ce que vous avez des chiffres précisément? Combien d'enfants ont repris le chemin de l'école? Oui, si vous suivez le ministre Tony Mwaba, que je salue, et c'est parmi vraiment le ministre que nous jetons de fleurs, le ministre a fait une émission où il a détaillé noir sur blanc les avancées significatives qu'il a enregistrées dans son secteur. Est-ce que c'était en termes d'augmentation oui, des enfants avec la gratuité de l'enseignement, on a enregistré plus de 5 à 6 millions d'enfants qui ont regagné le chemin de l'école. Mais entre-temps, cette gratuité dont vous parlez a été à la base de plusieurs grèves par-ci par-là à travers le pays. Est-ce que ça a été bien amanché selon vous? Mais vous savez, les débuts a été toujours difficiles. Les changements apportent toujours de l'inquiétude, des agitations. Mais aujourd'hui, 2 ans après, vous n'attendrez plus de grèves dans le secteur de l'enseignement. Les gens avaient peur, même les écoles catholiques, les autres, pensaient qu'avec la gratuité de l'enseignement, tout allait être à l'arrêt. Les parents n'allaient plus payer le frais de cotisation, il n'y aura plus de frais de fonctionnement. Le gouvernement a pris le taureau par la corne en faisant l'effort de doter à toutes les écoles publiques. Alors j'ai retenu gratuité de l'enseignement, programme de 145 territoires. Autre chose. Mais le programme de 140, comme tu le dis, 2, 3, je paie. Dans le programme de 145 territoires, vous voyez dedans, il y a l'éducation, il y a la santé, il y a les infrastructures. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir. Les chefs de l'État, vous devez savoir aussi que le président de la République a pris le pays dans des contextes un peu très difficiles. Avec la résurgence de Covid, Ebola, plusieurs situations qui ont plombé l'économie de ce pays. Ce n'est pas une échappatoire. Non, ce n'est pas échappatoire, ce sont des faits vrais. Les autorités sont redévables. Oui, ils sont redévables, malgré tous ces problèmes de sécurité, avec les problèmes sanitaires, tout, les choses ne sont pas arrêtées là. Et vous avez vu qu'il y a plusieurs programmes qui sont lancés et pour lesquels le chef revient pour demander à la population de lui accorder le 2e mandat pour parachever l'œuvre qu'il vient de commencer au bénéfice de cette population. Je précise que nous ne sommes pas en campagne en ce moment. Non, nous ne sommes pas en campagne, c'est juste une précision parce que le chef sera candidat à sa propre succession. Alors, nous sommes en train déjà de chuter notre émission. Vous êtes collègue du feu Chérubin Okende qui vient de nous quitter dans des circonstances graves et tragiques. Nous laissons place aux enquêtes, on ne va pas émettre des commentaires, mais qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Vraiment, nous gardons une pensée pieuse pour la disparition de notre collègue et ami Chérubin Okende, qui était vraiment une pièce et un intellectuel de haute facture pour ces pays, qui a participé à beaucoup de débats politiques et aussi à beaucoup de tractations, qui a engendré même l'union sacrée. Sa disparition nous a choqués, nous tous. On ne peut pas ôter la vie brutalement à un Congolais pour peut-être telle ou telle raison. Nous ne savons pas encore les raisons et les mobiles de son assassinat. Et nous laissons, comme vous dites là, nous laissons la place à l'enquête.
Le gouvernement, j'ai vu hier des communiqués, a saisi plusieurs pays, entre autres la France, la Belgique et voire même la MONUSCO et les même les États-Unis. Le gouvernement a saisi tous ces pays-là qui ont des experts en termes des enquêtes et dans de questions pour nous éclairer un peu la situation de la mort tragique de notre collègue Chéribin Okende. Voilà. Alors, très rapidement, la situation sécuritaire demeure toujours préoccupante. Le M23 continue d'occuper le territoire de Rutshuru. Les inquiétudes sont là. La crise humanitaire ne fait que augmenter. Un commentaire. Oui, la situation sécuritaire à l'Est préoccupe tous les Congolais. Je ne vois pas un Congolais qui peut dormir calmement en ayant à l'esprit qu'il y a une partie du territoire qui est occupée par l'armée rwandaise à travers les superficies de M23 et qui peut accepter que cette situation perdure. Je crois que le chef de l'État est conscient de la situation. Vous savez, la diplomatie a essayé un peu de ralentir même l'avancée de M23. À un certain temps, on avait même l'inquiétude que Goma, Massissi, tout le reste allait tomber dans les jours ou dans les heures qui suivaient. Avec quel effet? Parce que oui, l'effet recherché, c'est que ces forces quittent le territoire congolais. Ce qui est sûr est que les M23 et les Rwandais quitteront notre territoire. Ils finiront par quitter. Vous savez, dans une guerre, on ne sait pas dévoiler toutes les stratégies. Je ne crois pas aussi que notre armée est fière aujourd'hui de regarder une partie de notre territoire être occupée sans prendre des dispositions. Elle se prépare. Le président l'avait dit qu'elle monte en puissance. Certainement qu'il y a de dispositions et il y a des préparatifs qui sont en cours pour essayer de récupérer notre territoire de gré ou de force. Les forces rwandaises ne resteront pas éternellement sur notre sol. La guerre, ça peut durer, mais nous savons que la finalité est que le Congo, aucun centimètre du Congo n'ira au Rwanda. Ah, là c'est très bien dit. Député national élu du Nord Ubangi, Dédé Kodoro. Est-ce que vous avez un dernier mot? Nous sommes en train de chuter l'émission. Nous sommes en train de terminer notre émission. Oui, mon dernier mot, d'abord, je félicite d'abord le chef de l'État pour les efforts qu'il est en train de déployer, toujours pour que nous ayons les élections dans le délai constitutionnel, parce que sans cela, en tout cas, nous n'avons pas une autre voie, nous n'avons pas un autre chemin à faire emprunter à ces pays pendant cette période de turbulence. Je crois que tous les politiciens, tous nos collègues, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, doivent emboîter les pas en allant aux élections. Vous êtes candidat aussi? Absolument, je suis candidat. Je suis candidat à ma propre dans ma circonscription. Et j'aimerais aussi dire un mot sur mon parti politique, l'ADCN, Agir pour le développement du Congo Nouveau, qui est membre du regroupement AAC. Qui est une grande formation au sein de l'Union Sacrée Fondée. Voilà, qui est une grande formation. Moi, je crois que nous préparons pour les élections de décembre. Nous avons aligné des députés, des candidats à la députation nationale. Nous sommes en train de préparer pour la députation provinciale et voire même des conseillers municipaux. Nous sommes prêts à aller aux élections et nous demandons à tous les autres d'emboîter les pas. Ceux qui ne veulent pas y aller, c'est aussi leur droit. Moi, je vois qu'on ne va pas forcer tout le monde d'aller aux élections. Aller aux élections. L'abstention, c'est aussi une forme de vote. Dans le vote, il y a trois mots. Soit on dit oui, soit on dit non, soit on s'abstient. Alors, ceux qui trouvent que ils ne sont pas prêts à aller aux élections et qui peuvent attendre à 2029 pour y revenir, il n'y a pas de souci à ça. Honorable Dédé Kodoro, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Moi, c'est moi qui vous remercie. Je rappelle qu'avec vous, nous avons passé en revue la situation sécuritaire et même politique en général en République démocratique du Congo. Merci à vous tous de nous avoir suivis de partout dans le monde. Voilà qui met fin à cette émission. Restez fidèles au programme de Télé 50.